Bonjour et bienvenue à Impact Pod. Alors moi c'est TK, l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. Et je suis très content d'être là avec un certain Théodore de Saint-Rémy qui, je pense que t'es en tongs là Théo, t'es en vacances quand même. Je suis en vacances mais je suis pas en tongs. Il n'y a pas de tongs à ma taille. Voilà. Donc, non, je suis en vacances et néanmoins très heureux de passer un petit peu de temps avec toi, avec Charlie qui je crois va nous rejoindre. Exactement, c'est le projet. Pour commencer tranquillement, cool, à se mettre en mode Coupe du Monde. Voilà. Le but d'aujourd'hui, c'est entrer doucement, comme tu dis, dans le Coupe du Monde, comme on a un peu entré dans ce match Écosse-France, on va dire. Mais on va parler de plein de choses. On va parler de tous ces petits matchs de préparation qu'on a vus récemment. On va parler de l'Écosse-France aussi. Et bien sûr, on va parler de Poule A de ce Coupe du Monde 2023 ici en France. Allez, si ça te gêne pas, j'ai fait mon petite minute américaine. Est-ce que tu as une idée de quoi s'agit-il ? Là, j'avoue que je sais pas. Il y a eu quelques sujets aux États-Unis. On n'a pas beaucoup reparlé de la draft entre nous avec l'arrivée de Victor Wembanyama qui va commencer sa carrière en NBA qui est très attendue. Mais est-ce que c'est autre chose peut-être ? C'est autre chose. En fait, c'est le Coupe du Monde de foot féminin en ce moment. Et les Américaines, ils ont perdu. Déjà, ils ont perdu contre les Suédoises. Donc, ça veut dire notre grande équipe de foot féminin aux States, finalement, on va pas aller gagner ce Coupe du Monde-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que les Eagles ont gagné contre Roumanie en rugby, les hommes masculins. Donc voilà, il y a un petit récompense quelque part, un peu de bonne nouvelle quelque Donc, part. des Américaines blondes à queue de cheval ont perdu contre des Suédoises blondes à queue de cheval. Exactement ça. Exactement ça. Allez, on va parler beaucoup de rugby quand même. On est là pour parler de ces matchs de préparation vite fait. Il y avait Pays de Galles contre l'Angleterre. En fait, c'était assez marrant parce que c'était une équipe d'Angleterre que je connaissais pas trop. J'ai regardé la première mi-temps. Il y avait quand même certaines personnes qu'on connaît bien, comme Freddie Stewart, le grand numéro 15, Joe Marchand qui joue à Stade Français, le Marcus Smith avec son joli coupe de cheveux, Danny Kerr qui a quand même 87 caps et le capitaine était bien sûr Genge, super pilier. J'ai trouvé que c'était leur première mi-temps pas super intéressant, mais en fait c'est en deuxième mi-temps où Pays de Galles ils ont réussi à prendre le match. Ils ont marqué 20 points contre 9, donc Pays de Galles qui prend ce match un peu étonnant. En même temps c'était un match, en même temps c'était une équipe où il y avait pas beaucoup grand monde en fait que je connaissais. Bien sûr il y avait Halfpenny, Rees-Zammit et North, mais franchement assez étonnant et pas du bonne nouvelle on va dire pour le coach d'Angleterre Borthwick. Quand tu arrives à aligner derrière quand même Rees-Zammit, North et Halfpenny, c'est quand même tout de suite solide. Hein. C'est des joueurs très expérimentés pour les uns, extrêmement prometteurs pour l'autre. Donc, c'est vrai que c'est une semi-surprise parce qu'on avait vu cette équipe galloise un petit peu en perte de vitesse ces derniers mois, avec notamment la retraite d'Alwyn Jones qui forcément fait un trou mental au-delà de faire un trou physique dans cette équipe. Mais ça reste des matchs de préparation. Donc, on en parlera aussi pour notre match à nous. Ce qui est un petit peu inquiétant sur cette équipe d'Angleterre, pour le coup, c'est qu'ils ont été assez stériles, ils n'ont pas montré grand-chose. Ça, c'est un peu embêtant. Ces matchs de préparation, perdre ou gagner reste un peu secondaire. La manière, pendant au moins un moment, reste importante. Les Anglais n'ont rien montré. C'est un peu inquiétant pour eux. Ouais, ça fait un petit moment aussi, ouais. Allez, en autre match, c'était l'Afrique du Sud contre l'Argentine. C'était bizarre les maillots parce que les Sudaf, ils jouaient dans les couleurs d'Argentine, je trouvais. Et l'Argentine, ils jouaient dans les couleurs de Roumanie. Donc, j'ai pas trop compris. Un autre truc qui était bizarre, c'était 10-3 pour l'Argentine à la mi-temps. Sauf que Mapimpe, il va marquer en 2 minutes dans le début de deuxième mi-temps, 10 partout. Et en parlant de 10, c'est un certain Libuck. C'est pas Pollard en ce moment. J'aime bien ce gars. Il a vraiment un style que j'aime beaucoup. Il a fait un passe à pied somptueux pour le prochain essai. Vraiment la classe. Il a raté quelques points au pied, mais il a assuré le fin du match avec 3 pénalités. Donc, c'était Afrique du Sud 24 et Argentine 13. Faut pas oublier que les Sud-Africains sont quand même les tenants du titre. Donc, c'était un match en Argentine en plus. Hein, donc, c'était un match toujours difficile d'aller jouer en Argentine parce que c'est un pays dans lequel il y a quand même assez peu de matchs internationaux de très haut niveau. Donc, quand ils les reçoivent, en général, les Argentins sont galvanisés parce que leur public est là, etc. Donc, d'où peut-être cette très belle première mi-temps où ils tournent devant.
Et puis ensuite, la force sud-africaine et le talent du numéro 10 qui viennent remettre un peu les pendules à l'heure. Il y a encore un niveau d'écart entre ces équipes, incontestablement. Mais c'est quand même une belle performance des Sud-Africains. Ça veut dire aussi qu'il faudra compter avec eux à la Coupe du Monde. Ça reste de toute façon une équipe capable de tout. Oui, on parlait de 10, mais en fait, il faut aussi parler du 9, parce que c'est mon Faf. En fait, j'ai vu 2 matchs avec l'Afrique du Sud pendant cet été, et j'ai pas encore vu Faf. Donc, en fait, j'espère qu'il revient pour ce Coupe du Monde. On va parler de ce groupe B la semaine prochaine. Mais franchement, j'adore ce joueur, ce Faf, avec ses super cheveux blancs. Et en fait, c'est Reinhardt, le 9 de Montpellier ouais. qui joue très bien. Mais Faf, je pense qu'il faut pas oublier quand même qu'elle a la dernière Coupe du Monde 2019, il a posé avec le trophée après la finale en slip aux couleurs de son pays. Donc, pour moi, rien que pour ça, ils sont obligés de le reprendre pour une Coupe du Monde. C'est pas possible de passer à côté de ça. Ouais, exactement. Allez, il y avait aussi Nouvelle-Zélande contre Australie. Nouvelle-Zélande, en fait, ils perdaient. Australie gagnait 20-3, il me semble, pour le premier mi-temps. Et en fait, Nouvelle-Zélande est revenu avec un penalty dernière minute. Un peu de surprise là, mais en même temps, il n'y avait aucun Barrett dans les parties titulaires. Je pense que Nouvelle-Zélande, ils voulaient essayer quelques nouveaux joueurs. Oui, c'est toujours pareil. C'est ces matchs, entre guillemets, sans enjeu, sachant que la Nouvelle-Zélande a quand même frappé très, très fort sur le mois de juillet. Avec des confrontations face aux Australiens et aux Sud-Africains où ils ont été intraitables, ils ont été très au-dessus. Et voilà, c'est une mauvaise nouvelle pour tous les adversaires de la Nouvelle-Zélande, parce que je crois que après une passe quand même extrêmement difficile ces dernières années, comme souvent, ils vont être présents à la Coupe du Monde avec une très grosse équipe, avec des joueurs à maturité. Il ne faut jamais négliger aussi l'impact incroyable de la fratrie Barrett sur cette équipe et le niveau de confiance qu'ils donnent à leurs coéquipiers. Et je pense que rentrer sur ce terrain avec les 3 frères, avec le niveau qu'ils ont en ce moment, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement puissant pour les Néo-Zélandais. Et ce match-là, il est anecdotique, même s'ils gagnent à la fin. D'abord, ils gagnent quand même. Mais avoir été mené 20-3, c'est un sujet qui est secondaire. Ce qu'ils ont montré, c'est sur les matchs notamment précédents, où ils ont été absolument intraitables et on a eu le sentiment de retrouver les Blacks qu'on n'avait pas vus depuis 2 ans et demi. Donc c'est dommage, j'aurais préféré qu'on les retrouve dans 6 mois. Ouais, c'est ça. J'ai eu tout à fait la même idée que toi. Quand j'ai vu jouer, je dis, on va avoir un problème. Mais on va parler un peu plus en détail de cette équipe de All Black après. Rapidement, les 2 autres matchs qui vont nous intéresser, c'était Fidji a battu Japon 35-12 et Irlande a battu Italie, presque le même score, c'était 33-17. Un score, en fait, c'est un peu marrant parce qu'on pense qu'ils ont marqué 17, mais c'était plutôt 23-3, je pense, ou 21-3 le premier mi-temps. Irlande a vraiment levé le pied pour le deuxième mi-temps. Donc voilà. Gros match des Fidji, très gros match des Fidji, extrêmement physique. Et c'est toujours des équipes tellement difficiles à jouer, en particulier en première mi-temps, dans les 50 premières minutes, parce qu'ils ont tous les talents. Des athlètes extraordinaires et des qualités techniques rugbystiques tout à fait hors du commun. Souvent, c'est en deuxième mi-temps qu'ils craquent un peu. Là, ils n'ont pas craqué et quand ils craquent pas, ça fait mal. Allez, France-Écosse à le Beautiful Murrayfield. Alors, il y a beaucoup d'expérience sur cette équipe d'Écosse. Il y a Hamish Watson, le mec qu'on aime bien, Schumann, des frères Ferguson, un père d'alliés super costaud, Van der Meulen et certain Darcy Graham. Et aussi Blair Kinghorn qui va remplacer Hogg, qui les manque pas mal, je pense. Finn Russell, il est éternellement décontracté, je trouve, même en mode capitaine. La France, un peu rigide. C'est une équipe très jeune qu'on va mettre là, mais quand même avec un capitaine qu'on adore, Brice Dulin. Beaucoup de gens de La Rochelle, mais c'est quand même bien l'équipe bis, on va dire, on n'a aucun titulaire. Il y a 4 personnes de La Rochelle, il y a 3 de Bordeaux, 3 de Lyon, et un peu de Paris aussi, et aussi un peu de Pau avec le jeune Gaëtan. Personnellement, je suis content de revoir Gros, Waki et Vincent sur la fiche de match.
Allez, Flower of Scotland, magnifique comme toujours. Et c'est quoi ça? C'est un pub avant on démarre le match. Bon, de TF1 quoi. Match commence avec un petit en avant, pas très beau, et un mêlée perdu par nous. L'arbitre qui parle français et donne la pénalité contre nous, c'est 3-0 déjà pour les Écossais. Bon bah, il rate un plaquage et il y a beaucoup de plaquages ratés dans ce match. Première attaque française, belle touche et molle, mais en avant. Pas grave, car quel essai. Ça démarrait par Biel-Biret et Gaëtan, et c'est fini par Jalibert et Couillou qui marquent 7-3 pour nous. Jalibert est actif en défense aussi avec un joli interception, très important, car les Chardons étaient assez menaçants à ce moment-là. Je trouve qu'on était bien en touche. Moïfena tente sa chance avec un cadrage débordement, mais non, pas grave parce que le prochain essai est pour Biel-Biarré, passe par Jalibert et la transformation aussi, 14-3 à 26 minutes. Les Écossais reviennent à la charge, mais la défense tient bon. Pour finir, à la première mi-temps, pénal touche pour la France. Les avants s'amusent un peu aussi. Wacky avec l'essai 21-3. Je propose qu'on part de ce magnifique première mi-temps. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une mi-temps comme dans un rêve. Je pense que vous l'avez vécu comme moi. On a quand même l'équipe qu'on appelle au foot des coiffeurs. Hein. À part Woki, effectivement, il y a quasiment aucun joueur qui a déjà été titulaire plusieurs fois d'affilée dans cette équipe. Et Dulin un petit peu revenant. Tous les autres sont quand même des joueurs avec un palmarès soit de remplaçants, soit de novices. Et la manière dont ils ont marché sur les Écossais pendant une mi-temps était hallucinante. Parce qu'ils les ont dominés dans tous les domaines et dans tous les secteurs du jeu. Sauf un petit peu la mêlée à la fin de la mi-temps. Mais dans l'agressivité, dans les rucks, dans la conquête et dans la création, dans l'utilisation des espaces pour mener à bien des essais comme les deux premiers ou avec l'efficacité sur une pénale touche et Woki qui allonge la tentacule et qui marque, on se dit mais c'est pas l'équipe B en fait. Parce qu'en face, c'est bien l'équipe A écossaise qui se fait marcher dessus. Donc, la suite, on va en parler après, mais on se dit, à l'issue de cette mi-temps, gros casse-tête quand même pour l'équipe des sélectionneurs. Mal de tête assuré pour arriver à faire le tri entre les présumés titulaires qui sont à Marcoussis en train de se dire mais oh, c'était pas ça qui était prévu. On aimerait bien que vous le galériez un peu, s'il vous plaît, les gars. Et ces jeunes et ces second couteaux théoriques qui ont fait une première mi-temps sublime. Il n'y a rien à dire sur cette mi-temps, tellement elle est belle. Mais je crois que j'arrive au bon moment, les copains, dis donc, parce qu'on parle de cette. Salut super... Charlie. Salut les gars. Salut Charlie. Salut les gars, désolé pour le retard, je suis à l'heure bruxelloise. C'est pour ça un petit décalage horaire, évidemment. Ouais, j'arrive au bon moment parce qu'on parle de cette super première mi-temps où, en effet, Théo, je te rejoins tout à fait. J'étais vraiment. Je faisais déjà pas mal de blagues sur le fait que notre équipe 3 battait l'équipe 1 écossaise, on pourrait aller à la Coupe du Monde finalement avec deux équipes en fait. Je pense qu'on pourrait proposer deux équipes dans ce tournoi de Coupe du Monde. J'étais ravi aussi, en effet, un peu idyllique et je me disais en effet toutes les cartes sont rebattues pour les sélectionneurs parce que c'était évidemment une revue d'effectifs comme on en voit beaucoup dans les matchs de préparation, c'est-à-dire il s'agit de remettre en branle une machine qui a fait beaucoup d'entraînement seulement et qui a été dans le théorique pendant très longtemps. Et là, on arrive dans du dur face à une équipe vraie en face, mais il s'agit encore de tester les derniers. On n'est pas sûr parce que je pense que l'équipe elle est quand même arrêtée parce que ça fait plusieurs années que cet objectif Coupe du Monde est déjà en tête, donc l'équipe est déjà pensée. Et on fait une dernière revue d'effectifs avant et bam, on marche sur les Écossais. Super première mi-temps, j'étais ravi. Oui, c'était des très bonnes nouvelles, mais ça va pas durer très longtemps. Deuxième mi-temps commence avec un Van der Merle en feu et un joli coup de pied de Finn Russell pour le petit Darcy Graham dans le coin. On va voir le vidéo et bon, ils l'ont donné, même s'il y avait une question en avant, 21-10. Temps fort encore pour l'Écosse, mais heureusement Bougarit arrive à gratter un ballon. Bougarit donne encore de sa personne avec un épaule de Fagerson dans le visage. Carton jaune. Ça serait bien qu'on profite. Mais non, c'est Schumann qui rampe un peu pour ses 5 points, 21-17. C'est pas bien, ça. Au moins, le carton jaune est devenu rouge. Nouveau règle, le bunker rule, peut-être on parlera après. Mais les Écossais, ils s'en foutent d'être à 14. Blair Kinghorn prouve qu'il mérite bien sa place avec un joli essai face à Dulin.
mais en avant de Darcy Graham avant, échappée belle. La France n'est pas serein là, d'ailleurs. J'aimerais bien la voir sur le terrain, le demi-mêlée serein. On a besoin d'un peu de calme et un peu d'expérience. Movaka plaque et puis gratte un ballon, mais on n'arrive pas à sortir de notre 5 mètres. Penatouche et cocotte pour les Écossais. Et c'est Dave Cherry, ou je peux dire David Cherry, car il a apparemment joué à Nice quand il était jeune. Et c'est lui qui marque l'essai 22-21 en paire. Voilà, serein, on a 10 minutes pour faire quelque chose, mais chaque fois qu'on tente, il y a un en avant, il y a un ballon arraché ou un écran. 25-21 maintenant, il faut un essai dans les dernières 4 minutes. Petit coup de pied à suivre pour serein, mais non. Brice Doulin appelle le mêlée, les enfants n'ont pas l'air très contents. Après quelques mêlées, on fait un penalty finalement. Bon, on perd ce match d'une manière un peu bizarre, mais c'est pas trop grave parce qu'on a quand même vu des belles choses. Oui, en effet. Alors, tu conclus sur la conclusion un peu des matchs amicaux. En effet, le but, c'était faire une redivision effective, de voir des belles choses, de peut-être mettre en place des choses un peu vues en interne. C'est un petit échauffement, on va dire. Il y a quand même 4 matchs de préparation pour cette Coupe du Monde, ce qui est pas mal. Mais quand même, bon, tu sais que tu détestes le défaitisme français en tant qu'Américain. Mais bon, ouais, on reste quand même vachement sur notre fin parce que la première mi-temps était pleine de promesses et mettre 0 point en deuxième alors on joue contre 14 pendant un moment, c'est quand même très très déceptif. Alors après, est-ce que la première mi-temps, il y avait cet essai de Bielbarré ou bah peut-être est-ce que c'est l'envie des nouveaux qui ont envie de montrer leur place, c'est la hargne qui fait que ça a joué et que finalement en deuxième mi-temps on s'est rendu compte que qu'il y a des automatismes qui manquaient et que c'était plus de l'enthousiasme que quelque chose de maîtrisé. Je sais pas, mais en tout cas ouais, pour moi elle était quand même au vu d'un match amical, d'accord, tout va bien, c'est de la mise en place, on est qu'en préparation, mais prendre 0 point alors qu'on a montré de si belles choses, prendre 0 point en deuxième mi-temps alors qu'on a montré de si belles choses, je trouvais ça ouais, vraiment, vraiment déçu. Et je partagerais l'avis de Dulin qui au micro avait dit à la fin que lui restait sur une déception, quoi, que certes c'était un match de préparation, mais que la déception restait à la fin. Oui, c'est un petit peu typique de ces matchs de préparation. On a quand même vraiment vu à chacun sa mi-temps. Les Français ont fait une mi-temps de folie. Je pense que eux, ils ont décompressé à la mi-temps manifestement parce qu'ils avaient le sentiment d'avoir d'ores et déjà fait le job et de ne pas avoir été ridicule en tant qu'équipe B, etc. Et à contrario, je pense que Tom Townsend a dû passer une soufflante de folie à son équipe à la mi-temps, leur disant « Mais vous vous foutez de ma gueule !» Vous avez l'équipe B de l'équipe de France en face. On est ici à Murrayfield. L'été, pour une fois, il fait beau. On n'a pas la flotte. Et vous n'êtes pas capable de faire autre chose que de les laisser jouer leur jeu tranquille et de tourner à 21-3 à la mi-temps. Alors, si ça continue comme ça, moi, je prends les moins de 20 ans et c'est avec eux que je vais à la Coupe du Monde. Donc, je pense que manifestement, ils se sont fait remonter les bretelles. Ils ont un petit coup du sort qui leur sourit quand même. L'essai de Graham, le premier essai de la deuxième mi-temps, il l'accorde, il peut très bien ne pas l'accorder. Enfin, franchement, ça paraissait comme l'en avant paraissait quand même assez évident, et on vient mourir à moins d'un essai. Donc, ne serait-ce que ça aurait lancé la mi-temps différemment s'il avait été refusé. Oui, et Thierry, tu nous dis souvent, même si Stuart Hogg et puis là, ils ont un joueur extraordinaire qui est Kinghorn, qui est vraiment un très grand joueur en devenir. Et, il a son nom à jouer dans une série médiévale, mais il a aussi le game, quoi. C'est quand même des grands joueurs. Je suis pas surpris qu'ils aient réussi à faire une deuxième mi-temps un peu meilleure. Là où les Français, je trouve, peuvent s'interroger, c'est qu'ils ont quand même raté pas mal de plaquages en deuxième mi-temps, et ça, c'est pas digne du haut niveau. Et ils ont joué à 15 à 14 pendant un 15 contre 14 pendant une grande partie de la deuxième mi-temps. Donc là aussi, c'est quand même un petit warning, mais ces matchs-là qui permettent de faire des erreurs, d'ensuite se faire remonter les bretelles et d'avoir des axes de travail et de corriger le tir en vue de la vraie Coupe du Monde, c'est exactement fait pour ça. Donc, pas d'inquiétude. C'est marrant quand même que tu soulignes le fait qu'il a fallu aller en Écosse pour trouver du soleil. C'est quand même. Ils auraient pu garder le nom de Autumn Série. Je pense que c'était pas la peine de l'appeler Summer parce que on était en plein dedans. Ouais, non, moi j'avais juste une petite pensée. C'était sur ce fameux essai là au retour de la mi-temps.
J'ai eu une grosse pensée pour l'arbitrage vidéo. Honnêtement, heureusement que c'était un match amical, parce que ça aurait été un match qui comptait, ça aurait été un match de Coupe du Monde, par exemple. Euh, Honnêtement, même avec de la mauvaise foi ou avec de la bonne foi, c'est très dur de savoir s'il était réel ou pas, enfin s'il était valide ou pas. Je sais pas vous, mais moi j'avais le doute jusqu'au bout et vraiment je me disais mais putain, mais heureusement que c'est qu'un match amical parce que je pense que j'aurais pété un câble si on nous l'avait accordé sur un match qui compte plus, quoi, en tout cas. Ouais. Moi, je trouve que l'homme du match, en fait, c'est Galtier, en fait, parce qu'il a fait un super choix de ne pas jouer un seul titulaire. Et je trouve ça, en fait, en gros, il a dit, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave si on perd. Et en fait, on revient un 2022 où, en fait, on n'a pas perdu un match, on a perdu un seul match cette année, on va dire. Et donc, dans un sens, il a dit, OK, on sacrifie ce match-là, c'est pas grave, pour se remettre tous au même niveau, pour aller vers l'avant, en fait. Il a fait un peu... Donc, ça, je trouve ça intéressant parce qu'il a enlevé complètement la pression de ce match. Mais peut-être c'est un choix aussi, parce que peut-être tu as envie de gagner jusqu'au bout, mais je trouve que le choix a été intéressant en ce cas-là, parce que c'était vraiment un match de préparation. On peut dire en équipe B, mais c'est presque une équipe C, parce qu'il y a beaucoup de temps. Il y avait des personnes qui sont très, très rarement sur la feuille de match. Je suis d'accord avec toi sur l'équipe C. Enfin, sur le fait que ce soit vraiment des joueurs rares et nécessaires dans cette revue d'effectifs. Et par contre, par rapport à Galtier, je suis d'accord, il avait quand même présenté ce truc comme une vraie revue d'effectifs avec une possibilité de se tromper. Seulement, il avait promis les deux premiers matchs amicaux, les deux premiers matchs de préparation comme ça, avec l'Écosse aussi. Et ce qui semblerait se pointer, c'est que les cadres reviennent dès samedi dans cette équipe de France. Donc, je pense que peut-être ce que tu décris, c'était son intention première de faire une revue d'effectifs où on s'en fout de la défaite parce que le but c'est de voir tout le monde, mais peut-être que cette défaite finalement faisait pas totalement partie de ses plans parce qu'il veut dès la semaine prochaine ramener un peu de plomb. Voilà. Bon, en parlant rapidement de la semaine prochaine, qui va gagner? La France évidemment. Je pense que les Français vont remettre les pendules à l'heure avec la grosse équipe. Je l'espère en tout cas. Et ensuite, ça laissera le dernier match amical pour laisser des incertitudes. Ce serait bien d'avoir alterné incertitude, certitude, et puis voilà, un peu de créativité ou un peu d'exercice physique dans le troisième contre l'Australie, dont le résultat apportera, à vrai dire, assez peu. Quand même beaucoup plus physique contre Fidji aussi. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il faudra être prêt contre les Fidji parce qu'ils n'avaient pas l'air de rigoler contre le Japon, quoi. Je pense que ils ont été très forts contre le Japon et très physiques. Donc, je pense que ça va être aussi effectivement un défi, mais c'est plus un défi de fin de préparation physique contre les Fidji. Je le vois comme ça, en défense collective, défense individuelle et préparation physique. Ça reste des matchs dont on ne doit pas se focaliser outre mesure sur le résultat. Allez, on passe maintenant à notre preview rapide de notre poule A pour la Coupe du Monde 2023. Allez, on va parler rapidement de toutes les équipes que nous avons dans ce pool 1. Il y a Namibie, Uruguay, Italie, France et Nouvelle-Zélande. Et on va démarrer avec Charlie qui va nous parler de... la Namibie. Merci. Je sais, est-ce que j'ai gagné la Namibie parce qu'il y a quand même un petit côté allemand avec la Namibie ou c'est pas fait exprès? En fait, c'est parce que j'arrive pas à le prononcer, voilà. D'accord. Bah écoute, Namibie, c'est quand même bon. Dans cette poule, c'est ceux qui, comment le dire, nous effraient le moins. On peut le dire comme ça. C'est la 7e fois qu'ils se qualifient pour la Coupe du Monde. Bon, pour l'instant, ils ont pas encore eu de victoire. Le mieux qu'ils aient fait en Coupe du Monde, c'est un point de bonus défensif. Dans cette équipe de Namibie, il y a 20 joueurs qui ne jouent pas dans leur pays, qui jouent à l'international, évidemment. Il y en a 2 qui jouent aux États-Unis, mon ticket. Ça doit te parler un peu, qui jouent au Bled, qui jouent chez toi. Ouais, dans les MLR. Tu vois, c'est bien le MLR, finalement. Et il y en a 2 qui jouent en France. C'est un pays qui compte très, très peu de licenciés, hein, puisqu'ils sont entre 6 000 et 9 000. C'est vraiment, vraiment peu. Et leur devise nationale, c'est le Land of the Brave, et il va leur falloir beaucoup, beaucoup de bravery pour vivre dans cette poule. On leur souhaite peut-être d'aller chercher une première victoire en Coupe du Monde contre l'Uruguay, qui serait leur meilleure chance. Oui, je pense aussi. Moi, je voulais juste parler du nom de l'équipe. Ça s'appelle le Welwitschia.
Et en fait, ce qui s'appelle, c'est l'oignon du désert, en fait. Donc, je suis allé voir qu'est-ce que c'est. Et donc, j'ai mis dans nos show notes, les gars, une photo de ce truc. En fait, c'est une espèce de plante qui est juste immense. En fait, il faut voir une personne à côté. C'est juste immense et ça a l'air d'être un truc quand même sorti de Aliens. C'est assez incroyable. Mais c'est vrai, Namibie, bon, on aimerait bien qu'on voit un bon match entre eux et Uruguay. Et oui, on a un petit souvenir avec la Namibie parce que ceux qui regardent les highlights sur YouTube de notre caveman national, le Chabal, c'était en 2007 où il y avait cette image où on le voit vraiment, mais littéralement marcher sur les Namibiens pour aller planter un essai tout de cheveux vêtus, cet essai. Allez, si on parlait de Uruguay. Oui, l'Uruguay, équipe sud-américaine qui était là en 2015 et en 2019, qui avait participé également aux Coupes du Monde de 99-2003. Et qui est jamais sorti des poules. Ça reste une petite équipe, c'est un petit pays du rugby avec peu de licenciés. Mais bon, c'est à la faveur de l'expatriation des joueurs qui vont mettre leur talent au service de championnats un petit peu plus prestigieux que ce qui se passe en Uruguay, à l'image de Santiago Arata, qui est le demi de mêlée du Castres Olympique, qu'on a vu toute la saison en Top 14, qui est vraiment un joueur absolument épatant. J'ai vu qu'il s'était blessé, alors je ne sais pas s'il sera de retour pour la Coupe du Monde. En tout cas, ce serait un très gros coup dur pour eux s'ils n'y étaient pas. Ce qui est certain, c'est que dans leur match de préparation, ça leur a plutôt souri avec des marges très étroites, puisqu'ils ont battu le 29 juillet le Chili 26-25, et ensuite ils ont battu la Namibie 26-18. Donc, je ne sais pas si ça fait autre chose que 26 points, eux, en offensif. Mais en tout cas, pour l'instant, les deux équipes récentes qu'ils ont affrontées en ont marqué moins qu'eux. Donc, cet Uruguay-Namibie, qui sera évidemment le match des petites équipes de la poule A, sera un match intéressant avec deux équipes qui se valent et donc forcément de l'enjeu et quelque chose probablement de très chouette puisque ce sont des joueurs qui savent qu'ils ont à aller chercher une victoire au moins et que cette victoire, il faut la cocher contre la Namibie pour l'Uruguay et contre l'Uruguay pour la Namibie. Donc, ça va être un peu leur finale à eux. Donc, c'est toujours des matchs à voir et je pense que ce sera du très beau rugby. En fait, si vous vous souvenez, c'est eux qui ont battu Fidji en 2019. C'était un match mythique où en fait tout le monde était en train de pleurer. Et le coach avait dit "Shock the world" et tout le monde. Et ils l'ont fait et c'était d'un truc de grande beauté. C'est un grand souvenir du dernier Coupe du Monde. Donc ils ont complètement la capacité, pas juste de battre Namibie, mais aussi, je pense que ce qui cochait chez eux, c'est Italie. Parce que s'ils arrivent à battre Italie, ils sont 3e minimum. Et s'ils sont 3e, ils sont re-invités pour le Coupe du Monde d'après. En fait. Double motivation, ouais. Oui, j'avais vu il y a un gars qui s'appelle Squidge Rugby sur YouTube qui a fait toute un vidéo sur eux et il a bientôt parlé de Arata qu'il a décrit comme le Antoine Dupont d'Amérique du Sud. Un peu moins costaud mais très talentueux. Il y a aussi 6 autres joueurs qui jouent en Pro D2. Il y a Manuel Ledecar qui est deuxième ligne à Bayonne. Nous, on aime bien les deuxièmes lignes. Et il y a une troisième ligne qui joue 6. Et en fait, je pense que c'est le troisième ligne le plus petit. Il est 1m76 et 88 kg. Et quand tu compares à d'autres équipes, je pense que ça va être intéressant de le voir sur le terrain. Il devrait avoir beaucoup de courage, ce jeune homme-là. Ouais. Et le dernier truc, c'est que presque tous les autres joueurs, cette équipe, en fait, ils jouent dans le même club qui s'appelle Penarol, qui est dans la capitale de Uruguay. Et c'est eux qui ont gagné de Superliga d'Amérique du Sud, en fait, l'année dernière. Donc, en fait, c'est une équipe qui se connaissent très, très bien, en fait. Donc, comme on a dit, le grand match, ça va être Uruguay-Italie. La dernière fois qu'ils sont vus en 2021, c'est Italie qui a gagné, mais un match très proche, 17-10. Mais en fait, ils n'ont jamais battu les Uruguayens, ils n'ont jamais battu les Italiens. Et donc voilà, un peu d'épices dans ce pool. Allez, Italie, c'est une équipe qu'on aime bien, on connaît bien, mais un peu en difficulté en ce moment. Un petit mauvais passage, on va dire, parce qu'en 2022, en 6 nations, ils ont battu Pays de Galles. Très bon match contre l'Écosse. Il y avait même une victoire contre Australie, si vous vous souvenez.
En 2023, c'était un peu plus décevant. Ils ont marqué plus de points, mais c'était quand même ils n'ont pas fait du progrès de tout. Donc, en période difficile aussi, parce que le coach, vous êtes très connu, Kieran Crowley, en fait, son contrat n'est pas renouvelé après la Coupe du Monde. Donc, c'est un choix un peu bizarre de faire ce choix avant que tu pars dans la Coupe du Monde. Je trouve ça bizarre. En fait, qui va la remplacer? C'est Gonzalo Quesadilla, que peut-être tu connais bien, cher Charlie. C'est l'Argentin qui a qui coachait Stade Français. Un bon souvenir en 2015. Allez, leur dernier match de préparation, ils ont perdu contre l'Écosse 25-13, mais ils étaient quand même bien dans le match parce que c'était 18-13 à 80 minutes. Ils ont perdu dans les dernières minutes et bien sûr, donc comme on avait déjà dit, perdu contre l'Irlande la semaine dernière, 33-17. En fait, j'ai écouté aussi un podcast. En fait, c'est un podcast en anglais. Sur l'équipe d'Italie et ça s'appelle Fratelli de rugby, donc si ça vous tente de pratiquer votre anglais pour découvrir plus d'anglais, découvrir plus de choses sur le rugby italien, en fait ils parlaient de eux, c'est un golden generation, ils ont beaucoup de bons joueurs en ce moment, mais en fait il n'y a pas assez d'équipes en Italie qui jouent, mais il n'y a pas assez d'équipes pour jouer tout ce monde, et déjà il y a 7 personnes qui jouent en France, il y a des personnes qu'on connaît bien sûr, dans les arrières c'est Copizzo, Menoncello qui est peut-être un peu blessé en ce moment, Montana, il y en a, Brex, Bruno, ça c'est tous des noms qu'on connaît. Et bien sûr, Garbici, le 10, qui est hyper bon, qui joue à Montpellier. Dans les avants, nous on aime bien les histoires de famille. Donc il y a des 2 frères Cannon, il y a Lamaro aussi, Negri, et vraiment le mec avec le meilleur nom, c'est un pilier de 120 kilos qui s'appelle Simone Ferrari. C'est un peu comme dans l'équipe du Pays de Galles, il faut toujours un Jones ou un Thomas. Chez les Rital, il faut un Ferrari. Voilà, c'est ça. Qui va manquer? Ils vont manquer l'arrière Padovani, il y a Jake Pollard aussi, le 3e ligne qui n'est pas là. Et le pauvre Sergio Parisi, il n'a pas pu jouer son dernier match avec les Azzurri quand même. Si vous vous souvenez, en 2019, il y avait le typhon qui a annulé un match. Et après, il voulait jouer contre l'Angleterre. Et après, c'était Covid qui a annulé un match. Donc, le pauvre, c'est dommage. J'aurais bien aimé le voir. Mais bon, pour eux, le scénario parfait, en fait, c'est qu'ils gagnent leurs 2 premiers matchs contre Namibie et Uruguay. Contre Nouvelle-Zélande, on peut imaginer qu'ils vont perdre. Et si on perd contre Nouvelle-Zélande dans notre match d'ouverture, en fait, on est égaux dans un sens. Ça veut dire que c'est le dernier match de poule. En fait, c'est winner takes all. C'est le gagnant de celle-là, c'est celle qui passe. Donc, énorme pression et tout peut se faire dans un seul match. Et la dernière fois, si vous vous souvenez, qu'on a joué dans le 6 Nations, nous on menait 19-14 à la mi-temps, mais on perdait 24-22 à 60 minutes. Et on a gagné par 5 points, en fait, c'est tout. Donc, en fait, c'est une équipe, le match vraiment contre les Bleus, c'est super important pour eux et c'est une opportunité. Ils voient un chemin, un petit chemin, il y a un moyen d'arriver, d'être deuxième. Je trouve qu'il y a 2 choses dans ce que tu dis. Il y a d'une certaine manière l'impossibilité conceptuelle d'imaginer les Italiens battre les Blacks, alors que imaginer les Italiens battre les Français sur un malentendu, c'est quelque chose qu'on peut quand même imaginer. Donc, tu as tout à fait raison, ça risque d'être quasiment un match à élimination directe contre eux. Bon, sauf si on a gagné contre les Blacks et enchaîné les probables victoires contre Uruguay et Namibie. Mais le match contre les Blacks, on va en parler après, il est quand même loin d'être gagné au premier tour. Ce ne sera pas la fin de la Coupe du Monde si on le perd. En revanche, on n'aura droit absolument à aucune erreur contre l'Italie. Et c'est pas là qu'on est les meilleurs contre les Italiens. C'est une équipe qui est extrêmement douée pour nous faire déjouer. C'est une équipe qui nous réussit très mal. Finalement, souvent, ou en tout cas régulièrement, on leur passe des scores parfois inférieurs aux gros scores qu'on arrive à mettre, y compris aux nations britanniques quand on est dans un bon jour. Donc, il va quand même falloir se méfier de ces Italiens qui, à nouveau, sont remontés à bloc. La plupart d'entre eux jouent en France. Ils ont envie de montrer qu'ils ne sont pas là par hasard et ils ont une passion pour essayer de nous mettre la tête sous l'eau si par hasard on est un petit peu en difficulté. Est-ce que les Italiens seront nos Argentins de 2023? C'est ça que tu dis? J'espère pas. Moi, il y avait quand même deux choses que j'ai remarqué dans ce que tu disais. Mon ticket, c'est que je pense que c'est envisageable que l'Italie batte la Nouvelle-Zélande, étant donné que tu as réussi à apprendre à dire typhon.
Donc, si cet impossible-là, je l'ai bien entendu, hein, parce qu'on a quand même eu toute une année de typhoon. Donc, si cet impossible-là est possible, méfie-toi, Nouvelle-Zélande, méfie-toi. C'est vrai qu'il y a 4 ans, Tout est on a possible. bouffé du typhoon avec. Mais comme quoi, avec persévérance, une belle leçon que nous apprenons là sur la linguistique. En 4 ans, j'apprendrai à dire Naambi. À Bon, dire bref, quoi, pardon allez, on va parler de ces, on va parler de ces All Blacks quand même. Rugby Championship winners 3 années à la suite. Hein. Ils sont vraiment en forme, comme tu as déjà dit, mon cher Théo. Ils ont gagné sans problème tous leurs matchs du Rugby Championship cette année aussi. On va dire, ils ont leur force, c'est de commencer très tôt. Et par exemple, contre les Sudaf, ils menaient 20-3 dans leur première mi-temps quand même, dans leur match récent. Donc, en fait, comme on avait dit, ils ont passé, il y avait un moment en 2021-2022 où en fait, pendant 8 matchs, ils ont perdu 6 matchs en 8. C'est assez incroyable de dire ça. Mais depuis un match de nul avec l'Angleterre, ils n'ont pas perdu un match en 2023. Là, tu veux vraiment casser l'ambiance, là. Ils ont nommé leur équipe cette semaine, donc dans les avants, bien sûr, on va commencer avec les deuxièmes lignes. Il y a Whitlock et Retallick. Et dans le magazine d'équipe récemment sur les All Blacks, ils ont nommé ces deux-là le 15 de Coupe du Monde quand même. Donc ils sont toujours là, oui. Et en plus de ça, il y a Scott Barrett, un des 3 Barrett, qui peut jouer aussi en troisième ligne. En troisième ligne, il y a quand même Sam Cane qui est le capitaine, Frizel et Savia, le 8, qu'on connaît bien aussi. Première ligne un peu jeune, mais assez performant. Et moi, j'aime bien des noms comme Lomax et The Groot, parce que c'est beaucoup de personnalité. En écoutant des podcasts Nouveau Z, j'ai compris qu'ils ont un pack solide, pas forcément exceptionnel, un peu léger, mais pas très jeune. Si on prend l'image de Dan Cole, le Talonneur, qui a 36 ans, et pas mettre de personnes comme ces deux deuxième lignes, qui ont plus de 30 ans chacun. Pour les arrières, en 9, il y a Aaron Smith, bien sûr. Après, le 10, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a Beauden Barrett. Mais aussi, il y a Richie Mo'unga, qui est très, très bon en ce moment. Donc, 2-10 très bons, un peu le Ntamak Jalibert, on va dire, français. Il y a aussi un autre Barrett, c'est Jody Barrett, et ainsi que le fameux Will Jordan, si on se souvient de lui, il était blessé pendant 1 an, mais c'est un marqueur de fou furieux, je pense qu'il marque un essai par match environ. Donc voilà, les nouveaux aides, tout ce que j'ai lu et écouté, eux, ils pensent que l'Irlande et la France sont les favoris. En même temps, en Nouvelle-Zélande, ils n'ont jamais perdu un match en poule. Ouais, c'est un peu le jeu de déplacer le favori sur l'autre. Après, l'un dans l'autre, si on regarde ce classement mondial qui est si cher à notre ami Théo, oui, clairement, l'Irlande est favori, la France se défend. Honnêtement, là, pour parler juste de la poule, et du coup, on parlera de l'Irlande dans les épisodes suivants, évidemment. Mais pour parler juste de ce rapport France-Nouvelle-Zélande, puisque la Nouvelle-Zélande nous décrit comme plus favori qu'elle, honnêtement, même si on l'a dit, on l'a répété, on parle souvent de la Nouvelle-Zélande ici. C'est historiquement, ils se placent toujours, ils sont constants en haut. Il y a aucun souci. Je pense que réellement, moi, on parlait un peu tout à l'heure de ce match d'ouverture du 8 septembre. Moi, je vois la France favorite et je comprends que au vu de ce qu'on met en place depuis quelques années, au vu de notre régularité, au vu des performances qu'on est capable d'enchaîner aussi et du jeu qu'on peut démontrer. Moi, je donnerais raison à la Nouvelle-Zélande par rapport aux favoris. Tu le sens bien, là. Ah ouais, non, vraiment bien, vraiment bien. Tout à l'heure, comme je savais qu'on allait présenter la Nouvelle-Zélande, je parlais pas trop de ce match d'ouverture, mais moi, clairement, je penche sur l'idée qu'on va le gagner, ce match d'ouverture le 8 septembre. Parce que la pression est sur nous, parce que cette équipe a démontré, on a beaucoup parlé de l'équipe de France qui était à rebond, qui jouait mieux dans la peur, qui était plus méchante et plus violente, plus dominatrice quand elle avait la crotte au cul, comme on dit. Mais moi, je trouve que cette équipe de Galtier, c'est pas ça. C'est une équipe qui est dans la maîtrise, qui sait ce qu'elle fait, qui a su plusieurs fois. Souvenez-vous, quand il a repris l'équipe, la première chose qu'il a fait, donc quand il est arrivé dans ce tournoi, c'est quand même d'affronter avec une équipe de très jeune et remaniée, une équipe d'Angleterre pour l'ouverture de ce tournoi, qui était des Golgoths qui venaient de faire une demi-finale de ouf
de dingo, vous l'avez entendu dans les reviews de la Coupe du Monde 2019, qui sort d'une finale de Coupe du Monde et qui était énorme. Et les mecs qui en sont allés jouer étaient très sereins. Il y avait pas, ils ont fait un super match et ils ont gagné. Et moi, je pense que cette équipe de France là, c'est pas l'équipe de France qu'on a toujours connue, qui est une équipe de France, voilà, historiquement, qui joue, qui sort les couilles quand on a peur de perdre, quoi. Non, je pense que c'est une équipe de France qui est dans la maîtrise. Et je pense vraiment que le 8 septembre, les Néo-Zélandais ont de quoi trembler. Voilà. Donc tu ressens la France qui va gagner comme en 2021 où les a battus chez nous 40 à 25. Peut-être pas aussi fort, peut-être pas aussi chirurgicalement, mais oui, je vois une belle victoire. Et Théo, c'est quoi ton avis sur cette équipe de Nouvelle-Zélande? J'en pense que ça reste l'équipe mythique de notre sport. Et je pense qu'il faut toujours se méfier des bêtes blessées. Incontestablement, les Blacks, la dernière fois qu'ils sont venus au Stade de France, je pense que dans la préparation mentale et dans le storytelling que va faire le squad et que vont faire ceux qui ont vécu ce match-là contre les Français, ils vont en faire un sommet, pas du rugby, ils vont en faire un sommet de l'honneur néo-zélandais. Et l'honneur néo-zélandais sur un terrain de rugby, quand tu es All Black, c'est pas rien. Et ils ont l'équipe pour quand même venir laver l'affront. C'est pour ça que ça va être un match énorme. Je rejoins tout à fait Charlie sur le fait qu'on n'est plus avec la même équipe de France qui arrive morte de trouille, le trouillomètre à zéro et qui sur 3 fulgurances marque des trucs en se disant putain on y est arrivé, on n'en revient pas. C'est plus du tout ça. Mais on a en face une équipe qui a quand même des convictions, des joueurs très expérimentés. Leur point faible, c'est peut-être qu'ils sont un peu vieillissants. Moi, je ne suis pas très fan de leur charnière, notamment Aaron Smith et Richie Mo'unga, même si Richie Mo'unga fait des très bons matchs récemment. Je pense que c'est peut-être là qu'il faudra aller chercher à les mettre en difficulté, parce que pour moi, ils ont un paquet d'avant qui est redoutable, même s'il est un peu vieillissant. Alors, peut-être qu'en fin de match, notamment, peut-être que dans les 20 dernières minutes, la force de notre banc et la force collective des Bleus, les convictions des Bleus pourront inverser la tendance. Et ils ont derrière une équipe quand même absolument incroyable. Hein. Vous les avez cités, les frères Barrett, Jordan, Savea, etc. Et Ioane, ils sortent toujours des joueurs quand même exceptionnels. Donc, je pense que ce match d'ouverture, ça va être un match extrêmement ouvert. Je pense aussi que ce serait une erreur pour les Français de tout miser sur ce match d'ouverture. La Coupe du Monde de rugby, c'est une compétition longue qui s'étale sur 2 mois. Et il ne s'agit pas d'aller gagner un match pour ensuite avoir tellement tout donné que finalement, on se retrouve en difficulté sur d'autres matchs gagnables ou sur le premier match à élimination directe des quarts de finale, par exemple. Oui, c'est intéressant parce que même si on perd ou si on gagne le premier match, en tous les cas, il faut passer sur les 1 ou le 2 du pool B et ça va être normalement Afrique du Sud ou Irlande. Donc, il faut juste gagner un match à la fois, je pense, et c'est ça le plus important. Ça. Et le quart de finale va être effectivement un match pour nous et pour notre trouille à nous, spectateurs et admirateurs de ce sport, ça va être affreux. Et Thierry, tu as déjà toutes les qualités pour devenir coach parce que tu as sorti la fameuse phrase « les matchs les uns après les autres ». Les matchs les uns après les autres, surtout ne pas se précipiter, le grand classique. Ouais, non, mais t'as raison, mon Théo. C'est vrai qu'il y a ce facteur aussi de revanche un peu que vont avoir les All Blacks. Et bon, depuis 2015, c'est plus trop ça, mais historiquement un peu, on est quand même la bête noire de la Nouvelle-Zélande en Coupe du Monde. Donc on les avait fait trembler en 2011 et puis en 2007 et en 99 on les avait fait chier carrément. On avait gâché la fête. Donc je pense qu'il y a une petite histoire quand même et ouais ils vont. Oui Charlie, mais surtout quand ils nous attendaient pas. Oui c'est vrai. Et là ils nous attendent mais comme jamais. Voilà. Et je pense que la construction de
tout le programme de cette Coupe du Monde, de comment ils vont eux aussi la planifier, l'appréhender, etc. Sur les valeurs All Blacks et sur remettre l'église au milieu du village et montrer que c'était certes une défaite méritée, mais que c'était un accident de parcours. Alors, moi, si j'étais coach des All Blacks, je saurais comment les prendre, hein, les mecs. Ils vont remettre le mouton au milieu du pré. Remettre le mouton au milieu du pré. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que nous, on est méfiants d'eux, mais eux aussi, peut-être Nouvelle-Zélande, on est méfiants de la France, en fait. Donc, ça va faire des matchs Je pense. peut-être un peu crispés, au fait. Peut-être des matchs un peu crispés au début. Ouais, c'est certain. C'est certain. Allez, c'est le temps de parler de notre équipe, à nous, l'équipe de France. Et oui, mon ticket, d'ailleurs, si vous voulez savoir, si vous voulez vraiment pousser la jeunesse de l'équipe de France jusqu'à la dernière Coupe du Monde, je vous invite à réécouter. Vous avez préparé des petits recaps des Coupes du Monde précédentes avec un épisode exclusivement sur le parcours de l'équipe de France qui s'est fini sur un malheureux coude, mais qui avait été vachement agréable et qui posait déjà les bases de certains joueurs qu'on revoit 4 ans plus tard pour la Coupe du Monde chez nous. C'est vrai que ça nous avait bien cassé les coudes. Joli. Certains joueurs, mais aussi un coach aussi, parce que c'est là où on a commencé à dire, tiens, c'est peut-être Fabien Galthié qui va être notre coach, et je pense que c'est aussi important de parler de ce monsieur, parce que je trouve qu'il a, par rapport à notre équipe d'avant, en fait, on sait rien à voir. L'équipe de France d'aujourd'hui par rapport à 2019, c'est rien à voir, rien de tout. Je parlais tout à l'heure un peu des débuts quand il était arrivé, de ce genre de mentalité qui était arrivé, mais je sais pas si vous vous souvenez, il avait fait passer des entretiens. Il y avait ce fameux avec Venceslas Laurent qui était passé sur France 2 où clairement on voyait que il ne reviendrait pas, hein, parce que. Mais en fait, il est arrivé tout de suite en parlant beaucoup de mentalité et de cadre qu'il offrait à ses joueurs et c'est un monsieur qui au Stade Français, il avait fait des très belles choses. Ça s'était un peu moins passé, c'était moins bien fini à Montpellier. Mais c'est un mec qui est très technique. On le savait avant qu'il il est très précis. Et moi, j'avais pas imaginé cette condition humaine un peu qu'il a amené. Je pense que c'est un mec qui sait s'entourer aussi parce que c'est Ibanez peut-être qui apporte cette condition humaine et qu'il a su aller chercher pour faire ce que lui sait pas faire justement. Mais la phase du 15 de France n'a pas seulement changé parce qu'on a une génération de joueurs dorés, ça c'est clair et net, il y a rien à dire. Mais je pense pas seulement ça. Je pense qu'il a réussi à vraiment insuffler quelque chose de victorieux, de pas équipe de caractère qui répond à une insulte ou la trouille et qui se met des grosses baffes avant d'y aller parce que voilà. Je pense que c'est une équipe qui maîtrise, qui sait ce qu'elle fait et qui a confiance dans son jeu et clairement, ouais, le coach y est pour énormément. Le coach et son staff, ouais. Et son staff, bien sûr. Oui. Et oui, si on se souvient, il y avait des joueurs qui quittaient l'équipe de France parce qu'ils ne se retrouvaient plus. Jefferson Poirot, par exemple, dit non, c'est bon. Il avait quoi, 28 ans. Il dit non, j'ai plus envie de jouer avec l'équipe de France. C'est assez incroyable qu'il y ait un tel changement de caractère de cette équipe. Il faut aussi se rappeler que le squad de 2019, c'était une toute autre génération d'entraîneurs. Jacques Brunel, dont on avait un petit peu critiqué aussi l'accession à ce poste parce qu'il était un peu proche de Bernard Laporte et on se disait bon ça fait un peu copain, on sait pas trop pourquoi c'est lui, etc. C'est quand même un coach d'il y a maintenant 15 et 20 ans. C'est pas du tout une insulte que de le dire, c'est juste une réalité. Et je pense que Galthié, lui, qui a 25 ans de moins, il a tout simplement la modernité aussi dans l'approche, la complétude, la rationalité, et c'est ça qu'il a mis au point pendant 4 ans. Tu rajoutes à cette sauce-là la matière première qui est une génération effectivement un peu exceptionnelle avec ses premiers titres en U20, on les empile puisque ça fait 3 fois de suite, donc ça veut dire aussi qu'en 2027, quoi qu'il arrive dans cette Coupe du Monde, on aura une génération de joueurs qui aura les jeunes qui sont déjà en équipe de France A, plus leurs héritiers qui ont gagné la Coupe du Monde U20. Sur le papier, cette équipe a tout pour faire quelque chose. Le seul problème, c'est les autres. C'est pas eux, en fait. Eux, on sait qu'ils vont être au rendez-vous. Moi, j'en suis très convaincu de ça. Parce qu'ils n'ont pas de point faible, parce qu'ils ont construit patiemment une culture de la gagne, y compris en retournant des situations impossibles, qui est maintenant ancrée. Et qu'ils ont les joueurs cadres qui ont en plus, cette année, dans leur parcours de club, continué de grandir en expérience et en force mentale. Donc, ils ont tout.
La question, c'est où sont les autres? Bien dit. En fait, c'est marrant parce qu'en ce moment, tout le monde dit c'est un des Coupes du Monde de plus difficiles, en fait, parce franchement, il y a 4 équipes, Nouvelle-Zélande, France, Italie, non, Irlande et Afrique du Sud, qui sont complètement, on peut facilement les voir tous gagner. Après, on peut comprendre que potentiellement Angleterre pourrait faire quelque chose, Argentine, pourquoi pas, même l'Écosse, ils sont 5e, hein, pourquoi pas. Et on voit que c'est super ouvert en ce moment, ce qui est super agréable aussi. Donc, allez, on passe sur l'équipe. Moi, j'ai parlé de la liste des 42 parce qu'on n'a pas encore la liste de 33 pour l'instant. 21 août, le suspense. Allez, en pilier, on sait très bien qu'on va avoir Antonio et Bae, bien sûr. Talonneur, Marchand, Movaka, Bougarit, c'est assez incroyable. On a beaucoup de talonneurs. En deuxième ligne, Flamand, oui. William C, oui. Waki, oui. Tao Fifenois, je pense qu'il est blessé en ce moment. Il devrait être capable de revenir. Après, troisième ligne, bien sûr, nous allons avoir Olivon, Macolou, Crétin, peut-être Cross, je pense qu'il était blessé. J'espère qu'il revient. Boudéen aussi de La Rochelle. Mais en fait, ça a l'air super bien. Tout ce que je vois, n'oubliez pas Aldrit. Il n'y a pas Gelon. Il n'y a pas Gelon qui peut revenir avec aussi, sa blessure, dont on espère qu'elle sera un mauvais souvenir. Un vrai marathon. Ouais. Donc oui, à revenir, je pense qu'il y avait Cro et Tao Fifinois et peut-être Gelon, peut-être il va être appelé, on ne sait pas pour l'instant. Le seul point faible que je vois dans tout ça, c'est est-ce qu'on a un remplacement pour Aldrit? Parce que tous les autres, je suis à l'aise, mais est-ce qu'on a un remplaçant pour Aldrit? Dans son style de jeu, pas vraiment. Le remplaçant qu'on a, c'est potentiellement, malgré tout, Tanga qui a fait le match là en équipe B. Normalement, il faut juste pas qu'Aldrit se blesse, de toute façon. Remplaçant ou pas remplaçant, on remplace pas le quasi meilleur joueur du monde comme ça. Ouais, c'est sûr. Allez, si on prend les arrières, en fait, on est très bon et très flexible aussi, bien sûr. Le meilleur joueur du monde en ce moment, c'est Dupont. Derrière lui, Luco, Sarin ou Koyou, on n'est pas certain. Demi-ouverture, bien sûr, Ntamak et Jalibert en solide numéro 2, potentiellement Astoy aussi. 3/4 centre, Ficou. Dante, je pensais qu'il était toujours blessé, Dante, mais je ne suis pas certain, j'ai pas eu des informations. Il revient, superbe. Moïfina aussi, et peut-être on vient de voir le jeune Gaëtan aussi qui a bien joué le dernier match, mais moi personnellement j'aimerais bien voir Vincent qui était très très bon. Des alliés, on va voir le magique Penaud, le mec qui court comme un Greyhound dog, c'est incroyable. Villiers aussi, Dumortier potentiellement, et le jeune Biel Biarri qui a joué un très bon match récemment. En arrière, Ramos qui est bien méritant en ce moment, Dulin, potentiellement Jaminet, mais on n'a pas entendu grand-chose de Jaminet depuis un certain temps. Jaminet pourrait sortir, mais sa force, c'est qu'il est quand même polyvalent, il bute de loin. Donc, je pense qu'il sera dedans. Je me fais un peu de soucis pour Ethan Dumortier qui a fait un match assez transparent contre les Écossais. Ce serait intéressant de voir s'il va être sur les prochaines compositions de matchs amicaux avant la Coupe du Monde. Mais c'est vrai que Biel Biarré a montré de telles choses. Et on a à côté de ça, effectivement, un Penaud et un Villiers qui sont en théorie indéboulonnables comme titulaires. Peut-être que Dumortier pourrait faire les frais de l'éclosion de Biel Biarré, c'est un petit peu mon pari. Oui, pareil, sur Dumortier, j'ai un peu de peine parce que c'est une fois de plus, voilà, après des débuts tonitruants en équipe de France, souvent ces postes-là, on a des premières fois brillantes et après il s'endort un peu. En effet, là, je pense qu'il a pas marqué des points sur le dernier match, mais il y a encore dans les 3 matchs qui viennent, je suis sûr qu'il aura d'autres occasions de prouver sa valeur et qu'il la saisira. Moi, personnellement, je suis super content parce que c'est un des rares fois où je suis capable de peut-être connaître tous les 42, là. Je suis assez fier de moi. Pour la première fois, je suis le rugby français. Et parce que je trouve qu'on a une équipe qui est très facile à aimer. Et en fait, c'est chouette aussi parce que ça me donne plus envie de regarder le top 14 en plus pour voir comment ils jouent. Et en fait, ça me fait penser à l'époque où on avait Aimons et Rougerie et où il y avait beaucoup de personnalités sur l'équipe que j'aimais beaucoup. Domenici, en fait, d'un coup, j'avais 6 équipes dans le top 14 que j'ai aimé. En fait, à force de aimer bien certains joueurs sur l'équipe de France. Donc, moi, je trouve que c'est super, pas juste pour l'équipe de France, mais aussi pour le top 14 et le rugby français en général. Ouais, c'est vrai, mais tu compares à une époque où je trouve qu'il y avait plus d'individualité.
Et je trouve que même si un par un, les joueurs dont on parle depuis tout à l'heure sont très ont du caractère, hein, certes et tout, mais je vois plus une équipe, moi, que dans les années 2000 encore. C'était vraiment des personnalités, c'était que des capitaines d'équipe qui étaient là je vois vraiment des potes qui jouent ensemble. Et puis avec une équipe, on avait de très belles individualités, mais il faut pas oublier qu'on a quand même jamais réussi à être champion du monde. C'est ça qu'il faut faire changer, Thierry. On est passé à un point quand même. C'est sûr. C'est passé à peu de choses en 2011, il faut quand même s'en rappeler. Un arbitrage, certains diront, mais ce n'est pas notre cas, évidemment. Non. Hein. Non, pas du tout. Mais surtout, tu dis un bande de potes, et ça, c'est nous, c'est le pack de potes. Merci d'être là avec nous pour cet épisode sur la poule A. Revenez semaine prochaine. Normalement, j'ai un special guest, qui va venir pour expliquer un peu le poule B. Donc, poule B, c'est Afrique du Sud, Irlande, l'Écosse, Tonga et Roumanie. Un poule bien difficile, un peu comme le nôtre aussi. Donc, allez, les garçons, est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter, sauf que, allez, les bleus? Et à part aller les Bleus, juste que aller les Bleus, on va pouvoir le dire avant le 8 septembre aussi, s'il y en a qui veulent un petit tour de chauffe et se mettre en bouche avant la Coupe du Monde qui arrive. Sachez que la France organise aussi du 8 au 12 août, donc en ce moment même, le championnat d'Europe de touch rugby. Donc ça se passera à Verdun. Je vous invite à aller voir sur le site de Touch France tous les renseignements. Il y a de quoi suivre les matchs. La France a évidemment ses chances. Il y a les plus de 40 qui vont défendre leur titre. Et dans ces plus de 40, il y a mon ami Nicolas Webinos qui va jouer aussi. Je lui fais un gros bisou. Et donc ils vont défendre ce titre et ceux qui veulent un peu entendre cruncher pour se préparer à cette Coupe du Monde, je les invite à suivre notre équipe de France dans ce championnat de touch, dans cette Coupe d'Europe de touch. Ouais, surtout si vous avez jamais joué au rugby, le touch, c'est super pour démarrer. C'est comme ça que j'ai démarré en fait avec le rugby. C'était en jouant en touch avec des copains. Et c'est marrant parce que là, aujourd'hui, j'ai eu un texte. J'ai joué au touch récemment avec des gens du coin. Et en fait, ils disent tiens, la Coupe du Monde qui revient. Est-ce qu'on va pas faire un peu de touch le mercredi? Je trouve ça super. Donc peut-être je me remettrai les crampons. Non, on veut voir les photos, mon ticket. Eh bien, pas de vidéo surtout. D'accord. Juste des photos, ça peut faire illusion. Et pour continuer sur le rugby un peu moins médiatisé, on va dire, je voulais aussi vous inviter à aller sur Internet, sur un moteur de recherche, taper la lettre du ballon ovale. Alors, c'est une petite newsletter là qui a commencé, faite par mon ami Benjamin. Très sympa, si vous avez entre 5 et 10 minutes de lecture. Donc, il y a les 5 focus de la semaine, il vous informe sur les destinations rugby de la semaine, les infos de la semaine, la vidéo de la semaine. Donc, vous vous abonnez à cette newsletter en vous rendant évidemment la lettre du ballon ovale sur votre moteur de recherche. Et vous recevez par mail des petites news rugby, voilà, régulières. Ça complémente très bien votre écoute du pack de potes et quand vous en avez un peu les oreilles remplies, vous pouvez aller jeter un œil dans votre mail pour avoir cette newsletter. Je vous y invite. Eh bien, voilà, messieurs, pour cette première séance préparatoire et cette petite rentrée diesel dans notre Coupe du Monde qui, elle, marchera au super. N'oubliez pas, chers écouteurs, de nous liker et de partager ces épisodes s'ils vous ont plu, voire même de dire à Apple Podcast que nous sommes évidemment les meilleurs, en toute humilité, bien sûr. Et on vous dit à très très vite et à la semaine prochaine. Merci les gars, c'était comme d'habitude un plaisir. Allez les gars, à très bientôt, bye bye. Ciao. Salut les copains, à plus.